Donc bonjour, on a souhaité organiser cette conférence déjà dans un premier abord parce que c'est au programme de Terminal L en littérature, mais concernant vos épreuves d'anticiper de français, ça peut être un plus qui pourrait figurer dans votre descriptif comme activité complémentaire personnelle. Donc on va vous présenter le contexte de la bataille d'Hernani avec Monsieur Jean Blanc qui est professeur émérite de l'Université de Caen, spécialiste du XIXe siècle et critique littéraire. Merci Marie. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais vous entretenir d'Hernani et plus généralement du drame romantique d'ailleurs. Alors voilà ce que je vais développer. Dans un premier point, une situation du drame romantique dans l'histoire du théâtre au début du XIXe siècle. Comme ça, vous aurez un contexte. Ensuite, j'aborderai la contextualisation de la pièce Hernani, à la fois dans la production de Victor Hugo et dans ce qu'on pourrait appeler la stratégie du mouvement romantique. En troisième point, la bataille elle-même et surtout sa mythification postérieure. Et en quatrième point, quelques-unes des composantes principales d'Hernani, thématiques, statut du héros, afin de rassembler quelques idées, étant bien entendu que je ne vais pas me substituer au professeur, mais donner un certain nombre de, comment dire, de directions d'études, ou, comme on dit au cinéma, de repérage. Bien, alors on commence tout de suite. Donc, mise en situation du drame romantique. Premier élément. Il faut bien comprendre que la question du théâtre, en tant que genre, mais aussi et surtout en tant que manifestation sociale et culturelle et idéologique, est tout à fait essentielle au début du XIXe siècle. Pourquoi ? Parce que le théâtre, c'est de la littérature en action, qui a donc un effet immédiat par les représentations, mais aussi parce que il existe un public nombreux pour le théâtre, c'est une activité très courue, très populaire, même si les publics sont socialement différents selon le type de pièce et selon le type de salle de théâtre, et aussi parce que, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé, qui est la Révolution française suivie de l'Empire, qui vient en quelque sorte bouleverser tous les repères et tous les cadres de référence. Il y a donc une réflexion sur ce que doit être le théâtre moderne. Quel théâtre pour le public contemporain? Réflexion, débat, polémique, qui vont aboutir à ce qu'un genre théâtral se définisse. Mais bien entendu, rien n'est jamais créé ex nihilo. Ce drame, qu'il est convenu d'appeler drame romantique, il est aussi au point de convergence de toute une série de filiations, que je vais résumer. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est pour vous donner quelques points de repère. Alors tout d'abord, drame, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'étymologie du mot drame? Hein? Drama, c'est-à-dire action. C'est le terme le plus neutre que l'on puisse trouver pour désigner une pièce de théâtre. Et c'est pour ça que ce terme est choisi. Parce que justement, on ne dira pas tragédie, on ne dira pas comédie, on n'utilisera pas les appellations des autres genres de théâtre, on prend celle qui est la plus basique, si vous voulez, qui a déjà été utilisée au XVIIIe siècle, pour ce qu'on a appelé le drame bourgeois, dont la théorie et la pratique est notamment accomplie par Diderot, puis après Beaumarchais, etc., etc., qui eux aussi, au XVIIIe siècle, s'étaient posé le même genre de questions, en disant la tragédie n'est pas un genre qui
qui est adapté au public moderne, entendez, celui du XVIIIe siècle. Que me font, disait-elle, ces histoires de rois, de héros, de princes, de princesses de l'Antiquité? Ce que nous voulons, ce sont des pièces qui traitent de sujets contemporains, qui mettent en scène des personnages auxquels le public peut, sinon s'identifier, mais en qui il peut essayer de se reconnaître. D'où le drame bourgeois. Puis, à la fin de la Révolution française, un genre nouveau apparaît sur scène, qui va être le genre le plus populaire, le plus couru de tout le XIXe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, et qu'on appelle le mélodrame. D'où vient mélodrame? Ça vient de l'italien melodramma, c'est-à-dire des pièces de théâtre dans lesquelles le dialogue va se trouver mêlé de chansons et de musique, comme dans Mélodie. Puis, ce genre mélodramatique, qui est importé en France, va continuer à intégrer des chansons, bien sûr, mais va changer d'orientation. Le mélodrame va devenir un théâtre spécifiquement écrit pour un public populaire. Et c'est un genre qui va être considérablement représenté avec de très nombreux auteurs, dont la plupart sont oubliés aujourd'hui, et joué dans des salles spécialisées qui accueillent le public. Le grand homme du mélodrame s'appelle Pixérécourt. Je reconnais qu'il n'est pas numéro 1 au hit parade aujourd'hui, mais c'est quelqu'un de tout à fait important. Il a quand même écrit 400 mélodrames, excusez du peu. Hein, Pixérécourt, c'est P-I-X-E-R-E-C-O-U-R-T, comme ça se prononce. Et Pixérécourt va faire la théorie du mélodrame en disant qu'est-ce que c'est que le mélodrame? C'est la tragédie pour le peuple. Et dans son idée, c'est une tragédie profondément morale, dont les thèmes et les personnages sont empruntés à l'histoire contemporaine et à des classes sociales populaires. Le grand succès du mélodrame, c'est une date facile à retenir, parce que ça inaugure le XIXe siècle, 1800, qui s'intitule Célina ou l'enfant du mystère. Célina, C-O-E-L-I-N-A. Pièce qui quand même va être représentée 1000 fois à Paris, ce qui est énorme. Alors qu'est-ce que c'est que le mélodrame? Pourquoi je vous parle du mélodrame? Parce que vous allez retrouver des éléments du mélodrame dans le drame romantique. Dans le mélodrame, on va avoir une opposition manichéenne entre les forces du bien et les forces du mal. Pour que cette tragédie pour le peuple soit morale, il faut que les forces du bien l'emportent à la fin sur les forces du mal. Mais pour susciter l'intérêt, pour en quelque sorte créer des effets de suspense, voire pour faire peur au public, il faut que les forces du mal soient au plus près de remporter la victoire. Et il y aura un retournement final, un coup de théâtre, qui viendra rétablir la hiérarchie du bon versus le mal. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le jeu des acteurs est un jeu qui va jouer sur l'excès, sur l'exagération, sur la manifestation la plus expressive qui soit des sentiments exacerbés. Troisième point, le mélodrame va faire appel à un décor particulièrement chargé. Le plus, et on met des guillemets, réaliste possible. Par exemple, dans Célina ou l'enfant des mystères, qui se déroule dans un paysage de montagne, on va vous représenter des montagnes en fond. Dans le fond, évidemment, c'est de la toile peinte, hein, bien sûr. C'est-à-dire qu'on récupère avec le mélodrame et on pousse beaucoup plus loin ce qui s'était passé avec le drame bourgeois, c'est-à-dire la présence sur scène d'éléments de décor qui donnent un effet, et là encore on met des guillemets, réaliste. Donc, drame bourgeois, mélodrame, autre genre théâtral que le drame romantique va récupérer à sa façon, c'est ce qu'on appelle la tragédie historique.
Alors qu'est-ce que c'est que la tragédie historique par rapport à la tragédie classique? C'est une tragédie qui va emprunter ses sujets à une histoire beaucoup plus proche chronologiquement de l'histoire contemporaine. On n'est plus dans l'Antiquité, mais on va représenter des pièces qui se situent à l'époque des guerres de religion, qui se situent à l'époque de la monarchie absolue, etc., etc. Alors, un des grands hommes de la tragédie historique s'appelle Népomucène Le Mercier. C'est comme Pixérécourt, il n'est pas non plus numéro 1 au hit parade, mais c'est quelqu'un qui a eu un succès tout à fait considérable. Et il y a énormément d'auteurs de tragédie historique. Vous voyez que alors, tous ces genres qui se jouent, qui ont leur public au début du XIXe siècle, eh bien, vont être évidemment repris, retravaillés, rethéorisés par les auteurs de la jeune génération romantique qui, elle, veut s'imposer sur la scène, et nous sommes arrivés aux années 1820. Alors cette jeune génération romantique, elle est dirigée par qui? Par Victor Hugo. Hein? Je rappelle que Victor Hugo est né en 1802, bon, il meurt en 1885, il a quand même une production littéraire considérable, mais autour de 1820, il est le jeune chef de la jeune école romantique. Hein? Victor Hugo, il est le leader des romantiques, il a 18-19 ans. Et Victor Hugo, comme beaucoup de ces jeunes romantiques, veut, si j'ose dire familièrement, il veut faire un coup d'éclat sur la scène. Pourquoi? Parce que la question du théâtre est une question idéologique et politique. Écrire un théâtre pour le public contemporain qui représente un certain nombre de questions qui se posent à la société contemporaine et dont beaucoup de ces questions sont nées ou ont été exacerbées par la Révolution française, est devenu un enjeu aussi littéraire qu'idéologique. Et c'est la grande entreprise du romantisme en général, être la littérature moderne. Écrire pour aujourd'hui. Et pour les jeunes romantiques qui veulent écrire pour le théâtre, la question centrale du théâtre moderne, c'est l'histoire. Représenter les conflits, les enjeux et les questions posées par l'histoire. Donc, toute pièce romantique a des degrés divers, avec des personnages différents, avec des intrigues différentes, posera la question de l'histoire. Et c'est là que tout va véritablement commencer à se nouer. Ajoutez à cela deux éléments parallèles. C'est la lecture qui est faite par les romantiques français de la production théâtrale allemande de la fin du XVIIIe siècle, où le drame romantique allemand apparaît, et où les romantiques allemands, eux aussi, représentent des questions historiques sur la scène, avec évidemment des enjeux et des perspectives complètement différentes des Français, parce que eux, c'est leur histoire qu'ils veulent mettre en scène. Si vous pensez par exemple à Schiller, hein, qui va faire en particulier un grand drame historique qui est Wallenstein. Qu'est-ce que c'est que Wallenstein? C'est un drame historique sur la guerre de 30 ans, qui a été la guerre la plus sanglante, la plus longue de l'histoire européenne.
Et Wallenstein est un des personnages principaux, un des chefs militaires principaux de la guerre de 30 ans. Schiller va écrire une Jeanne d'Arc en 1801-1802, dont le titre allemand se traduit par la pucelle d'Orléans, c'est-à-dire une héroïsation par un Allemand d'une figure historique française. Donc les romantiques français lisent cela en traduction. Autre grande influence étrangère, Shakespeare. Shakespeare qui était, sinon rejeté, en tout cas fortement critiqué par la doctrine classique française, qui estimait que Shakespeare était un barbare, qui ne savait pas écrire selon la règle des 3 unités, etc., etc. Eh bien, Shakespeare va devenir, sinon un modèle, en tout cas une référence pour les jeunes romantiques. D'autant que, à Paris, ont lieu des tournées d'acteurs anglais qui, sur les scènes parisiennes, vont jouer Shakespeare en anglais. Et là, tout un public va découvrir un théâtre dont il ne connaissait que le texte écrit, et qu'il va voir jouer selon les principes du jeu théâtral des Anglais, qui, par rapport au jeu des acteurs français type comédie française, est un jeu qui se rapproche plus de ce que font les acteurs du mélodrame, c'est-à-dire très expressifs, avec des acteurs qui sont des véritables monstres sacrés du théâtre anglais, comme Richard Kimball, qui va devenir une sorte d'idole pour le public français qui va voir les pièces de Shakespeare. Et nous sommes au milieu des années 20-25. Donc, la réflexion théorique des romantiques sur le théâtre se nourrit de tout ce que je viens de vous dire. Donc, il y a toute une série de textes qui paraissent sous forme de préface, sous forme de traités, etc., dont je ne vous donne pas le détail parce que ce serait trop long, et qui tous vont aboutir, être repris et fusionnés par Victor Hugo avec la fameuse préface de Cromwell en 1827. Victor Hugo n'invente absolument pas la théorie du drame, mais il la reprend, il la magnifie, il va lui apporter une touche personnelle. Et quelle est la théorie du drame pour Victor Hugo? Le drame, ça doit être le genre théâtral de la totalité. On doit pouvoir tout représenter. Et si on doit pouvoir tout représenter, il faut que cette totalité puisse être contrastée sur scène. Il y aura le sublime, le grotesque, le comique, le tragique, etc. C'est-à-dire tous les opposés, mais qui ne seront pas hiérarchisés. Ce sera un théâtre dans lequel on va essayer de proposer une nouvelle poétique, une nouvelle thématique et une nouvelle façon de jouer. Et cette préface, donc, est suivie du drame Cromwell, que Victor Hugo écrit sans aucune intention de représentation. C'est d'ailleurs un drame injouable dans les conditions du théâtre de l'époque. Beaucoup trop de personnages, beaucoup trop de changements de décor, intrigues beaucoup trop longues, etc. Mais peu importe, elle n'a pas été écrite pour ça. Mais pour donner un exemple écrit de ce que pourrait faire le théâtre moderne. Et pourquoi Cromwell? Sujet historique. Cromwell, évidemment, le révolutionnaire anglais par excellence. Mais vous voyez très bien quel est l'enjeu. Car, je ne vous raconte pas toute l'intrigue de Cromwell, mais je vous donne l'élément principal. Cromwell, vous savez, renverse la monarchie anglaise, fait exécuter le roi, c'est le premier. C'est quand même les Anglais qui décapitent les premiers leurs rois, dans les Français. Ils sont toujours en avance, les Anglais. Et donc, Cromwell se voit proposer par le Parlement anglais la couronne d'Angleterre. Le Parlement disant il faut qu'on pérennise la Révolution, il faut en quelque sorte qu'on l'incarne d'une nouvelle manière. Nous vous proposons de devenir un roi du Parlement et au fond de peut-être fonder une nouvelle dynastie. Et c'est le débat de Cromwell. Qu'est-ce que je fais?
est-ce que, en acceptant la couronne, est-ce que je ne trahis pas les idéaux pour lesquels je me suis battu? Mais si je refuse la couronne, est-ce que je ne trahis pas ce que le Parlement veut de moi? Bon, finalement, il refuse. Donc, vous voyez, c'est un enjeu politique fondamental, qui est la question de la légitimité du pouvoir. Alors, vous me direz, ben, ça nous fait penser à qui? Quelqu'un qui prend une couronne après une révolution. Napoléon, bien entendu. C'est un sujet napoléonien. Seulement, nous sommes en 1827, nous sommes sous la Restauration. Nous sommes sous un régime de censure théâtrale et littéraire en général. Évoquer la figure de Napoléon sous le régime de la Restauration, c'est une provocation qui amène nécessairement à une censure de la part du pouvoir politique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On contourne. On va chercher un sujet historique dans un autre pays, à une époque antérieure, mais tous ceux qui lisent la pièce ont parfaitement compris de quoi il est question. Et vous allez retrouver cette question, cette fondamentale du statut du pouvoir dans Hernani, le grand monologue de Don Carlos devant le tombeau de Charlemagne à Aix-la-Chapelle, en attente du résultat de l'élection pour savoir s'il va être nommé empereur d'Allemagne, élu, pardon, nommé empereur d'Allemagne. Et il médite sur qu'est-ce que c'est que le pouvoir. Il n'y a au fond que deux grandes entités dans le monde. Il y a Dieu, il y a l'empereur. Pour les spectateurs de 1830, il est bien évident qu'on parle certes de l'empereur d'Allemagne, mais qu'on parle aussi d'un autre empereur. Donc c'est un sujet éminemment politique. Donc voilà pourquoi la question du théâtre est une question essentielle dans un mouvement romantique qui veut, et c'est le grand paradoxe du romantisme français au début des années 20, tout en étant politiquement contre-révolutionnaire, veut faire la révolution littéraire. Et au moment d'Hernani, en 1830, les romantiques, comme Victor Hugo, qui étaient contre-révolutionnaires en 1820, sont devenus partisans de la Révolution. En 10 ans, ils ont changé de bord. Ce qui fait que, vous le savez, dans la préface d'Hernani, dans l'édition d'Hernani qui suit très peu de temps après la première représentation, qu'écrit Victor Hugo pour définir le romantisme, c'est une phrase que vous connaissez par cœur, que vous avez gravée au-dessus de votre lit pour constamment vous la mettre sous les yeux. Le romantisme n'est à tout prendre que le libéralisme en littérature. Le libéralisme au sens de la Restauration, c'est-à-dire appuyer sur des idéaux qui sont ceux de la Révolution de 89. Être un libéral en 1830, ça n'est pas être un libéral d'aujourd'hui. Le mot a changé de sens. D'accord? Donc quand vous avez Victor Hugo qui écrit le romantisme et le libéralisme en littérature, il identifie révolution politique et révolution littéraire. D'accord? Donc vous voyez, la question du drame romantique n'est pas, dans le contexte du début du 19e, qu'une simple question de changement dans la manière d'écrire une pièce de théâtre. C'est une question littéraire, politique et idéologique. D'accord? Je passe à mon deuxième point. Hernani, dans la stratégie romantique et dans la production hegelienne. Bien entendu, mettez-vous à la place de cette jeune génération de romantiques. On ne peut pas se contenter d'écrire des textes théoriques, il faut écrire des pièces pour en quelque sorte illustrer ce qu'on a théorisé et pour séduire le public. Le théâtre n'existe pas s'il n'y a pas de public. Et quel public? Et dans quel théâtre? Alors me direz-vous, peu importe, du moment que c'est représenté sur une salle, dans une salle quelconque. Non. Parce que là, la question politique est encore plus importante. Quel est l'état du théâtre à Paris en 1830? Je dis à Paris, bien sûr, il y a énormément de salles en province, mais c'est à Paris que tout va se jouer.
il y a une trentaine de salles. Sur cette trentaine de salles, il y en a 4 qui sont des théâtres subventionnés, c'est-à-dire dont la gestion dépend du ministère de l'Intérieur. La Comédie Française, ou Théâtre Français, les deux appellations ont cours, le Théâtre de l'Odéon, qui est une comédie française bis, l'Opéra et l'Opéra Comique. Toutes les autres salles sont des salles privées, dont la vie économique dépend du succès des pièces. Il faut du public pour que le théâtre continue de tourner. D'accord? Donc, pour la jeune génération romantique, il faut s'imposer sur les scènes des salles subventionnées. Parce que la symbolique, là, devient très très forte. Ou, si vous préférez, faute de pouvoir prendre une Bastille qui n'existe plus, on va prendre la Bastille littéraire. Voilà pourquoi Hernani sera joué à la Comédie Française. Mais avant Hernani, bien entendu, il y a toute une série de tentatives, de coups d'essai pour imposer le théâtre romantique. L'imposer à qui? Au public, à la critique, et ça ne va pas sans mal. Car bien entendu, le théâtre romantique va contrevenir à un certain nombre d'habitudes du public. Il va contrevenir à un horizon d'attente de la critique théâtrale, qui joue un rôle considérable. Toute la critique littéraire joue un rôle énorme au XIXe siècle, beaucoup plus qu'aujourd'hui. D'accord? Donc, Victor Hugo commence en 1828 avec un drame qui s'appelle Amy Robsart, qui fait un four. Échec total. Amy Robsart, A-M-Y, R-O-B-S-A-R-T. Amy Robsart. C'est un sujet anglais. Bon, je reviendrai sur cette question des sujets étrangers donc, que j'ai un petit peu évoqué. Alors en fait, par précaution, il l'avait fait jouer sous le nom de son beau-frère. Mais après l'échec, il la reprend à son compte et il la publie. Donc, bien. Ensuite, deuxième tentative de Victor Hugo, Marion Delorme. Marion Delorme, 1829. Refusée par la censure. Et là, quand même passer un petit peu de temps sur les questions de la censure. Refusée par la censure, c'est-à-dire la pièce est interdite. Elle n'aura jamais sa première représentation, plus tard, mais pas en 29. Les deux raisons principales, avancées par la censure, c'est que il y a une critique du pouvoir royal, de la figure royale de Louis XIII, qui devient une critique du pouvoir royal tout court. Et Marion Delorme, c'est une courtisane, mais qui est sublime par amour. Donc moralement, c'est inacceptable. D'accord? Alors la censure. Au ministère de l'Intérieur, il y a un bureau de la censure. Tout texte littéraire, mais avant tout, toute pièce de théâtre doit être soumise à la censure. Et la censure, elle a 3 possibilités. Elle accepte la pièce telle qu'elle est. Elle accepte la pièce en faisant des réserves et en exigeant des changements qui peuvent porter sur tel mot, telle réplique, telle caractérisation d'un personnage, voire supprimer une scène, etc., etc. Et l'interdiction pure et simple. Qui sont les censeurs? Ce sont des hommes de lettres, donc qui font la censure de leurs confrères. Ils sont souvent d'ailleurs des hommes de lettres, si je dis ratés, je vais être très méchant, je préfère dire médiocres, mais qui trouvent dans la censure une compensation à leur médiocrité. Donc, vous voyez, Hernani est donc la 3e tentative de Victor Hugo pour s'imposer par le théâtre. Il est déjà très célèbre, Victor Hugo, en tant que poète.
Il a également écrit quelques romans, hein, comme En Islande, Djurgården. C'est pas ce qu'on lit plus qu'aujourd'hui Victor Hugo, mais enfin, ça a assuré sa notoriété. Mais il a besoin, c'est une question, si vous voulez, de statut, et c'est une question fondamentalement politique que de s'imposer à la scène. Sur la scène. D'accord? Mais d'autres auteurs ont aussi proposé des pièces. Alfred de Vigny, qui adapte plus exactement une pièce de Shakespeare, qui est Othello, qui devient le Mort de Venise. Mort M-O-R-E, hein, pas M-O-R-T. M-O-R-E. Il y a Alexandre Dumas. Et c'est Alexandre Dumas qui remporte le premier grand succès, le premier triomphe du drame romantique. C'est pas du tout Victor Hugo. Hein? C'est le 10 octobre 1829. Donc 6 mois, à peu près, avant, même moins que ça, que la bataille d'Hernani. Et où est-ce que Alexandre Dumas a réussi à faire jouer sa pièce? C'est à l'Odéon, c'est-à-dire la Comédie Française bis, une salle subventionnée. Et cette pièce, c'est Henri III et sa cour, qui remporte un triomphe. Donc, qu'est-ce que Alexandre Dumas a réussi à faire? À faire jouer sur une salle subventionnée un théâtre qui répond à un certain nombre des critères du théâtre nouveau tels que les théoriciens romantiques le définissent, et un sujet historique portant sur la monarchie française. Excusez du peu. Dans le contexte de l'époque, il fallait pouvoir le faire. Et la jeunesse romantique qui s'était précipitée à la première d'Henri III et sa cour, à la fin de la représentation, descend dans le hall de l'Odéon et danse une sorte de danse sauvage autour des bustes de Molière et de Racine, et s'écrie « Enfoncez Racine ». C'est-à-dire, nous tenons notre théâtre. J'insiste là-dessus, parce que la jeunesse romantique va jouer un rôle éminent dans la bataille d'Hernani. En effet, pour Victor Hugo, si Alexandre Dumas a réussi à l'Odéon, il faut que lui réussisse à la Comédie Française. Donc il propose Hernani. Ça passe par la censure. La censure va donner l'autorisation avec réserve, va demander quelques changements. Que Victor Hugo renacle, mais bon, il fait un compromis, il se dit si je veux vraiment pouvoir réussir mon coup, il faut que j'accepte les modifications qui sont demandées, d'accord. Ensuite, à la Comédie Française, comment est-ce que ça se passe? Il faut faire approuver la pièce par les acteurs. Car, à la Comédie Française, depuis le décret de 1812, le décret de 1812, dit le décret de Moscou, signé par Napoléon, eh oui, qui définit l'organisation de la Comédie Française. Les statuts actuels de la Comédie Française sont hérités du décret que Napoléon signe à Moscou. Alors vous voyez, Napoléon, c'est quelqu'un qui est capable d'aller conquérir la Russie et de penser à la Comédie Française en même temps. Alors vous me direz, de Moscou, là, ça va très mal se passer. Mais pendant qu'il est à Moscou, il fait ça. Et que dit le décret de Moscou? Que ce sont les sociétaires de la Comédie Française qui sont les maîtres à bord. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et ils ont des parts de sociétaires dans la Comédie Française. Et c'est à eux que revient le privilège d'accepter ou de refuser une pièce qui leur est proposée. Donc Victor Hugo va franchir cette nouvelle étape et faire accepter la pièce par la Comédie Française. Alors pourquoi est-ce que la Comédie Française accepte? Parce que c'est un genre de théâtre qu'ils ne jouent absolument pas. Ben, tout simplement parce qu'ils ont envie, eux aussi, en quelque sorte, de se lancer dans une sorte de nouveauté. Ils ont un défi qui leur est proposé par le fait que ça réussit à l'Odéon. Et donc tous les grands acteurs de la Comédie Française, Firmin, Mademoiselle Mars, qui sont les grands acteurs de l'époque,
se dit, bon ben, on va tenter le coup. D'autant que le directeur de la Comédie Française, qui n'a aucun pouvoir sur les pièces, mais qui a un pouvoir en tant que représentant politique, c'est le baron Taylor. Le baron Taylor est favorable au mouvement romantique. Donc tous les ingrédients, toutes les conditions semblent remplies. On va pouvoir représenter Hernani à la Comédie Française. La première, ce sera le 25 février 1830, comme vous le savez. Mais pour Victor Hugo et pour ses amis du groupe romantique, il faut aussi préparer les choses. Et comment est-ce qu'on les prépare? Eh bien, on va tout simplement organiser le public. On va être les, comment dire, les incitateurs des applaudissements. Et c'est la jeunesse romantique qui va se mobiliser, comme elle s'était mobilisée pour Alexandre Dumas en octobre 29. Donc ce sont les jeunes artistes des ateliers de peintres, les jeunes élèves du conservatoire, les jeunes écrivains, etc., qui vont se réunir en bande pour occuper la salle. Alors c'est là qu'il faut faire intervenir des considérations pratiques. Les représentations théâtrales, à l'époque, commencent vers 18h. Pas du tout à 20h ou 20h30 comme aujourd'hui. Parce que les habitudes des repas étaient différentes. Hein. On dînait à 17h, hein, vers 17h en France à l'époque. Donc on allait au spectacle après. Et tous les théâtres ouvraient à 17 ou à 18h, et on ne joue jamais une seule pièce, hein. On en joue plusieurs à la suite. À la Comédie Française, il y a un public d'abonnés, c'est-à-dire des gens qui ont acheté une loge à l'année et qui sont beaucoup plus adeptes du théâtre classique que la Comédie Française représente en permanence, le répertoire classique. Notamment les tragédies de Corneille, Racine, etc., qui sont étudiées dans les classes, dans des lycées de l'époque. D'ailleurs, classique, ça vient de là. Hein. Les œuvres classiques, c'est celles qu'on étudie dans les classes. Hein. C'est comme ça que le terme de classicisme a été forgé au début du XIXe siècle. Je vous rappelle que les programmes scolaires unifiés dans les lycées créés sous Napoléon, ça date de l'époque napoléonienne, sous l'impulsion du grand maître de l'université, c'est-à-dire l'équivalent du ministre de l'Éducation nationale d'aujourd'hui, qui s'appelait Fontane. Une petite anecdote que je vous donne, elle est tout à fait authentique. Fontane se promène avec Napoléon dans les jardins des Tuileries, et Fontane, ostensiblement, tire sa montre, signe, il est 14h. Dans tous vos lycées, on étudie Phèdre. Pour bien montrer l'unification d'un programme national en littérature classique dans les lycées napoléoniens. Donc, premier point, la question de l'horaire. Le baron Taylor, complice avec la bande de jeunes, a fait ouvrir les portes de la Comédie Française à partir de 15h. Donc, la jeunesse romantique occupe les places stratégiques à l'intérieur de la salle. Une pièce de théâtre à l'époque, la représentation d'une pièce de théâtre, notamment la première, elle est en principe orientée pour le succès ou pour l'échec par ce qu'on appelle la claque. Qu'est-ce que c'est que la claque? Ce sont des gens qui sont payés pour applaudir. Un des personnages les plus importants du théâtre de l'époque, ce qu'on appelle le chef de claque. Et le chef de claque est un personnage que tous les auteurs de théâtre révèrent et payent grassement. Et lorsque un auteur de théâtre a un ennemi, lui aussi auteur de théâtre, qui veut faire tomber sa pièce, l'ennemi va surcoter pour que la claque applaudisse à mauvais escient, pour que ça fasse évidemment un brouhaha, et c'est l'échec. Victor Hugo a refusé la claque.
Et il a dit, ce sont mes amis qui feront la claque. Le succès de la pièce sera fait par mes amis. Donc là, il joue un coup très risqué. Donc, il est 15 heures, la jeunesse romantique s'est installée, et il faut faire passer le temps. Donc, ils ont apporté saucissons, bouteilles de vin, etc. Ça chante, ça boit, ça mange. Tout ce que vous n'avez pas le droit de faire au Mais théâtre. le problème, le petit problème technique, que vous allez comprendre immédiatement, le baron Taylor avait fait ouvrir le théâtre à 15 heures. Mais il avait oublié de faire ouvrir les toilettes. Donc, après 3 heures de biberonnage et de libations diverses, la nature a de ses besoins. Donc, ils sont allés pisser dans les loges. Les loges du public d'abonnés. Lorsqu'à partir de 18 heures, le public des abonnés déboule et va dans les loges, vous imaginez qu'il y ait eu quelques réactions un peu vives. Surtout que les dames qui allaient au théâtre à l'époque, c'était de grandes robes amples, etc., qui traînent par terre. Donc, bon, je n'insiste pas, mais vous voyez le tableau. Donc le public des abonnés va voir le baron Taylor. Enfin, c'est un scandale absolument invraisemblable. Il se confond en excuse, il est furieux le baron Taylor. Hein, sauf qu'il aurait peut-être dû penser qu'il fallait ouvrir les toilettes. Donc l'ambiance de départ, au moment où le rideau se lève, est un peu tendue. D'autant que la jeunesse romantique accueille le public des abonnés par des lazzi, des plaisanteries, quelques injures, etc. Regardez-moi ces vieux birbes. Donc, voilà le climat. Mais retenez bien cette idée. La stratégie hugolienne et romantique, c'est littéralement de faire un coup, de transformer la première d'Hernani en un événement, sachant évidemment que la presse après va s'emparer de tout cela, en faire un événement qui marquera non pas les vrais débuts du théâtre romantique, parce que ça c'est déjà fait, mais qui marquera, au fond comme un coup publicitaire, l'avènement d'un nouveau théâtre. Que s'est-il vraiment passé au cours de la première d'Hernani? C'est mon troisième point. Que s'est-il vraiment passé? Eh bien, il ne faut pas, si j'ose dire, penser ou imaginer que la première d'Hernani correspond à ce qui en a été raconté plus tard dans les souvenirs de ceux qui ont participé, qui ont écrit leur mémoire, en particulier Théophile Gautier. Théophile Gautier qui était un des représentants majeurs du mouvement romantique, c'est lui qui avait revêtu un gilet écarlate, pour être bien vu par tous les autres. Alors, que je vous décrive un petit peu l'allure qu'ils pouvaient avoir, ces jeunes romantiques, qui détonnent par rapport aux habitudes de l'époque. Un peu débraillés, cheveux longs, parfois colorés. Plus tard, Baudelaire se teindra les cheveux en vert, par exemple. Mais oui, il faut bien penser qu'il y a des provocations comme cela, parce que c'est une attitude. Si vous voulez, la jeunesse romantique 1830, elle a un côté, je fais un anachronisme énorme et volontaire, c'est un peu les punks. C'est un peu les punks en 1830. Parce qu'ils veulent se distinguer. Ils veulent qu'on les remarque. C'est de la provocation vestimentaire, en même temps que par le discours, etc. Donc ils sont habillés comme ça. Donc une grande partie des auteurs dont vous connaissez les noms, Théophile Gautier, Gérard de Nerval, etc., ils font partie de cette bande-là. Et ils ont agité, la salle de la Comédie Française. Il y a même le jeune Balzac, il y a Balzac qui est là aussi, qui a échangé des coups de trognon de pomme avec je ne sais plus qui. Bien. Donc, ça, ce sont les aspects anecdotiques et comiques. Mais, comprenez bien que tous ces acteurs de la bataille d'Hernani
ont délibérément embelli ce qui s'est passé ce jour-là dans les souvenirs. Pourquoi? Parce que c'est un des événements marquants de leur jeunesse. C'est le moment où, au fond, un certain nombre d'entre eux se sont véritablement définis et posés comme étant cette jeune génération littéraire. Or, ce n'est pas tant durant la première représentation du 25 février 1830 qu'il y a eu beaucoup d'affrontements dans la salle. C'est dans les représentations postérieures. Pourquoi? Le jour de la première représentation, c'est vrai qu'une bonne partie du public classique s'indigne devant un certain nombre d'audaces inadmissibles, dans la versification, dans le lexique utilisé. Déjà à l'époque du Mort de Venise d'Alfred de Vigny, on s'indignait parce qu'on avait utilisé le mot mouchoir. Le mot mouchoir, considéré comme un terme vraiment trop familier, pour ne pas dire vulgaire. Le terme est dans Shakespeare. Mais pour le public qui refuse ce lexique-là, Shakespeare, de toute façon, ne sait pas écrire. Hein? Donc, vous voyez, comprenez bien, hein, on est dans un autre moment culturel. On est dans un rapport complètement différent au texte littéraire par rapport à aujourd'hui. Donc toutes ces audaces, bien sûr, vont susciter des réactions de la part du public classique. Et à chaque fois que des représentants du public classique s'indignent, ben vous avez les jeunes romantiques qui leur disent « Taisez-vous, vous n'y comprenez rien, abruti, imbécile », etc. Il y en a même un qui va s'écrier « À la guillotine, les genoux ». Là, les genoux, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Eh oui, le public est âgé. Le public est âgé, le public des abonnés. Et même à un moment donné, vous savez qu'à un moment donné, Ruy Gomez est qualifié de vieillard stupide. Vieillard stupide. Et il y a un des abonnés de la Comédie Française qui avait cru entendre vieillasse de pique. Et qui s'écrie, mais enfin, vieillasse de pique, ça ne veut rien dire. Et il y a un jeune romantique qui était assis à quelques sièges de lui, qui le secoue en disant « Mais vieillasse de pique, c'est une expression géniale, vous ne comprenez rien à la littérature moderne. » Voilà le type d'affrontement. Mais sur la durée des 5 actes, non mais tout ce que je vous raconte est vrai, hein. Je vous jure que je n'invente rien. Sur la durée des 5 actes, en réalité, la première d'Hernani a été un succès. Et même le 5e acte a été applaudi à profusion. Donc à la fin de la première d'Hernani, en réalité, en dépit de ces querelles locales, si j'ose dire, la pièce a été parfaitement bien acceptée. La vraie bataille d'Hernani, c'est à partir de la 2e représentation. Parce que, du fait de la presse, de la critique, qui est en grande partie très hostile, et qui va dire, on représente à la Comédie Française une pièce absolument scandaleuse. Il va y avoir une sorte de mobilisation du public pour aller aux représentations d'Hernani pour y clamer sa désapprobation. C'est une sorte de manifestation littéraire. Et donc, les représentations postérieures vont être très houleuses. Mais d'un autre côté, le directeur de la Comédie Française se frotte les mains parce que la salle est comble tous les soirs. Et la recette quotidienne est d'environ 5 000 francs. Alors que je vous explique, le franc 19e siècle, c'est très mélodieux. Le franc, ça fait 2 fois ça. Un franc 19e siècle, le franc est resté à peu près stable tout au long du 19e, c'est le franc germinal, hein, c'est le franc issu de la fin de la Révolution française, il va rester stable jusqu'à la Première Guerre mondiale.
pour avoir un équivalent arithmétique en euros, vous multipliez par, disons, 3 pour aller vite. En fait, certains disent qu'il faut multiplier par 4. Donc ça fait quand même entre 15 et 20 000 euros de recettes. Mais en pouvoir d'achat, il faut multiplier par 10. Hein? Un franc de l'époque vous permettez d'acheter ce que vous payez aujourd'hui pour une dizaine d'euros. Hein, on n'est pas du tout dans le même, sur le même plan. Hein. Sachant que les meilleures places à la Comédie Française, en 1830, ça coûte 9 francs 50. Alors vous multipliez par 3, on va dire une trentaine d'euros pour les toutes meilleures places de la Comédie Française. Dans les autres théâtres, les théâtres privés, ceux de ce qu'on appelait le boulevard du crime, hein, c'est-à-dire le boulevard du temps. Pourquoi le crime? Parce que justement on y jouait beaucoup de mélodrames et que chaque soir on disait qu'il y a énormément de crimes qui se déroulent sur les scènes. Donc on l'a appelé le boulevard du crime. Les meilleures places à la Porte Saint-Martin, par exemple, c'est 4 francs 50. Mais pour les places les moins chères, les plus populaires, c'est largement moins d'1 franc. Donc vous voyez, voilà pourquoi le mélodrame a un public très très populaire. Est-ce que vous avez eu l'occasion, et si vous ne l'avez pas fait, il faut absolument que vous trouviez le moyen de le faire, d'avoir vu ce grand film qui est Les Enfants du Paradis? Non. Alors regardez Les Enfants du Paradis, alors c'est un film de 43-44, d'accord, c'est en noir et blanc, enfin c'est un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma, pas simplement français mais mondial, et où vous avez des scènes qui se déroulent sur la scène d'un théâtre du boulevard du crime, hein, le théâtre des funambules, qui existait véritablement. Qu'est-ce qu'on appelait le paradis? C'était le tout dernier étage d'une salle de théâtre où les spectateurs ne pouvaient pas s'asseoir, il n'y avait pas de siège, mais c'est là qu'on payait le moins cher, et ils avaient une vue plongeante sur la scène. Ils restaient debout pendant tout le temps de la représentation. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelait le paradis. Mais je crois qu'une place au paradis, ça devait coûter quelque chose comme 50 centimes. Donc c'est vraiment très bon marché pour l'époque. D'accord? Donc vous voyez, la Comédie Française, en tant qu'institution commerciale, elle est ravie de ce qui se passe. Parce que tous les soirs, c'est plein. Et Hernani va être représenté, j'ai oublié le chiffre exact, je ne sais plus si c'est 45, 48 ou 50 fois. Mais enfin, disons, on va dire entre 45 et 50 fois, ce qui est exceptionnel pour une pièce à la Comédie Française à l'époque. En général, une pièce, même si c'était un succès, avait au maximum 20-25 représentations. Parce qu'il y avait énormément, il y a énormément de pièces qui se jouent sur toutes les salles parisiennes, on renouvelle beaucoup des programmes de théâtre. Donc, alors, du coup, si vous voulez, tout ce qui suit la première d'Hernani, pendant les dizaines de représentations qui suivent, en tout cas au moins pendant les 10-15 premières, là c'est une vraie bataille dans la salle. C'est-à-dire que vous avez la jeunesse romantique continue à venir pour défendre la pièce, et elle se bat, pas vraiment physiquement. Bon, il y a eu parfois quelques tartes qui ont été échangées, mais rien de bien grave. Il n'y a pas eu de mort. Les tartes. Les tartes, oui, des tartignoles, des manchettes. Un bourre-pif. Donc il y a eu quelques horions qui ont été échangés, mais rien de bien méchant. Alors qu'il y a eu une autre bataille théâtrale, mais celle-là c'est à la fin de l'Empire, pour une pièce de Nepomucène Le Mercier, justement, hein, dont l'écriture avait déplu à certains. Il y a eu un mort dans la salle quand même. Il y en a un qui s'est dit un mauvais coup et crac, il est mort. C'est l'époque où on se battait vraiment pour des affaires littéraires. D'accord? Non, retenez bien cela. Hein? Donc vous avez un effet de réécriture de la première d'Hernani par ceux qui étaient présents et qui faisaient partie de la bande romantique, et qui mythifie la première, mais en revanche, les représentations postérieures, elles, ont été de véritables affrontements, parce qu'il y a tout un public qui est venu pour huer la pièce. Huer la pièce, c'est pas simplement huer la pièce, c'est huer le mouvement romantique
parce que toute une partie du public est hostile à la littérature romantique, est hostile aux écrivains romantiques. Parce que les écrivains romantiques ont affirmé, justement autour de la fameuse citation de Hugo que je vous disais, le romantisme n'est à tout prendre que le libéralisme en littérature, ont affirmé leur position politique. Tout ce qui tourne autour de la littérature romantique entre 20 et, disons, 40-45 n'est pas qu'une affaire littéraire. C'est aussi une affaire politique. C'est un affrontement idéologique entre différentes façons de concevoir la littérature, de concevoir l'écriture littéraire, de concevoir le type de théâtre, puisque nous sommes avec Hernani au théâtre, qui convient pour le public moderne. D'où l'importance, dans l'histoire littéraire, de la bataille d'Hernani. Même si ce n'est pas la vraie bataille d'Hernani du 25 février 1830, mais les affrontements successifs. Est-ce que j'ai été clair jusqu'ici? Oui. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on aborde plus particulièrement la pièce elle-même? J'ai été très rapide, très lacunaire. Bon, parce que on y serait encore demain. Moi, ça ne me dérangerait pas, mais vous avez autre chose à faire. Est-ce que vous avez des questions sur tel ou tel point que j'ai évoqué? Est-ce que vous voulez que je revienne sur tel ou tel détail? N'hésitez pas, je suis là pour ça. Hein. Oui? Non? Adjugé? Adjugé. Ah! Mademoiselle. Après la première. La première, c'est le 25 février 1830, et ça va commencer dès la deuxième. Voilà. Donc c'est très rapide, parce qu'ils ont eu la presse. Alors, un petit mot avant d'aborder Hernani en tant que tel, justement sur la question de la réception. La réception d'Hernani, c'est-à-dire comment est-ce que la presse va en parler? Bien, la presse, elle est globalement hostile. Et, je vous le rappelle, la critique littéraire, et en particulier la critique théâtrale, joue un rôle majeur. D'ailleurs, le critique théâtral dans un quotidien de l'époque, ça s'appelle le feuilletoniste. Alors, ne pas confondre avec un auteur de roman feuilleton. C'est celui qui écrit ce qu'on appelle le feuilleton théâtral. Pourquoi est-ce que ça s'appelle le feuilleton théâtral? C'est parce que, en termes de journal, on appelle feuilleton la partie basse de la feuille de journal. C'est-à-dire, c'est un endroit stratégique. Hein, il y a les titres en haut, hein, qui écrits en plus gros, et en bas, il y a le feuilleton théâtral, ce qui fait que vous avez là une sorte, si vous voulez, de mise en avant de la critique. Essayez de me trouver un quotidien d'aujourd'hui dans lequel vous allez avoir une critique littéraire en première page. Hein. Bon. D'accord? Et c'est pour cela qu'après, on va parler du roman feuilleton, parce que le roman feuilleton occupera cette place-là. Petite question d'une indiscrétion que je confesse. De quand date le premier roman feuilleton? Hein? Ah, je suis vache. Hein. Eh bien, 1836. Le premier feuilleton, c'est 1836. C'est un roman de Balzac qui s'intitule La vieille fille. Et pourquoi est-ce que, deuxième question, peut-être aussi vache, pourquoi est-ce que le roman feuilleton apparaît? Parce que jusque-là, le roman tout court, ça marchait bien. Pourquoi le roman feuilleton? Du suspense. Parce qu'il y a un grand patron de presse qui s'appelle Émile de Girardin, qui décide de lancer le premier quotidien français bon marché, vendu 5 centimes le numéro. Alors que les journaux jusque-là étaient très chers, soit au numéro, soit à l'abonnement, et n'avaient des tirages que de quelques milliers d'exemplaires. Mais ils étaient très lus parce que les ancêtres des bibliothèques
municipales étaient abonnés à ce qu'on appelle les cabinets de lecture. Donc les gens allaient lire le journal dans les cabinets de lecture. Beaucoup de cafés étaient abonnés aux journaux aussi. Et donc on lisait les journaux dans les cafés. Je dis quelque chose d'éminemment drôle? Non, merci. Et par conséquent, le prix du journal, descendu à 5 centimes, implique qu'il faut vendre beaucoup d'exemplaires. Et Émile de Girardin a l'idée géniale d'avoir un produit d'appel, le roman feuilleton. Si je demande à un auteur de m'écrire un roman qui va paraître par morceaux jour après jour, les gens vont avoir envie de connaître la suite. Et voilà la naissance du roman feuilleton. C'est une grande idée. Et naturellement, pour que ce roman feuilleton attire l'œil du lecteur, on va le placer en bas de la première page. Les journaux à l'époque, ils avaient 4 pages à peu près. Donc, ils dépassent très très rarement 4 pages. D'où le roman feuilleton. Bon, fin de la parenthèse. Donc, la critique des feuilletonistes est catastrophique pour Hernani. Il n'y a que quelques journalistes, quelques critiques littéraires qui vont être favorables. Et ce sont ceux qui écrivent dans les journaux, qui soutiennent le mouvement romantique. Et qui ne sont pas du tout nombreux. Le principal étant le journal Le Globe, bon, qui va faire une critique favorable. Ça, c'est la première réception. Deuxième réception, les parodies. À l'époque, toute pièce de théâtre qui connaît un certain succès, ou qui, en quelque sorte, fait la une, on dirait fait le buzz, suscite des parodies. Et les toutes premières parodies d'Hernani sont jouées, mais même pas quelques mois, quelques semaines seulement après la première d'Hernani. Et les gens se précipitent pour aller voir la parodie d'Hernani. Il y en a eu plusieurs. La principale s'intitule Arnali ou la contrainte par corps. Alors, Arnali, au lieu de Hernani, la contrainte par corps, corps qu'on va écrire C-O-R, à cause du fameux corps dans la pièce, alors que contrainte par corps, c'est un terme juridique. La contrainte par corps, c'est quand on vous arrête. On contraint votre corps, et c'est l'équivalent de l'habeas corpus chez les Anglais. D'accord? Alors pourquoi Arnali? Parce que cette pièce a été représentée dans un théâtre où l'acteur comique le plus célèbre de l'époque, qui s'appelait Arnal, A-R-N-A-L, a joué le rôle principal. Donc c'est une pièce qui a été écrite pour Arnal. Alors il y a une question? Oui. Oui? Allez-y. Comment est-ce que le pouvoir politique a réagi? Le pouvoir politique était coincé parce que la pièce avait passé la censure. De plus, quelques mois après, vous allez avoir la révolution de juillet 1830. Et entre février 1830 et juillet 1830, le pouvoir politique, il a d'autres chats à fouetter que la représentation d'Hernani. Puisque vous avez le ministère Polignac qui commet bourde sur bourde, erreur politique sur erreur politique, notamment les fameuses ordonnances sur la liberté de la presse. Et c'est ça qui va mettre le feu aux poudres pour la révolution de juillet. Mais bien entendu, oui, alors les ordonnances sur la presse, on augmente considérablement ce qu'on appelait le droit de timbre, c'est-à-dire la taxe sur les journaux, on les soumet de manière encore plus dure à la censure, etc., etc. Autrement dit, vous êtes dans un système de répression politique qui s'en prend directement à la liberté de la presse, à la liberté d'expression et à la liberté d'opinion. Donc c'est ça qui va déclencher la révolution de juillet. Mais au sein du gouvernement, de toute façon, le mouvement romantique, quand il s'y intéresse, c'est un mouvement qui vomisse, bien sûr. Mais il n'y aura pas d'action gouvernementale contre Hernani, parce que, comme ça a déjà passé la censure, et il ne pouvait pas faire ce qu'un pouvoir politique pouvait faire à l'époque, interdire les représentations après la première, parce que
on ne pouvait le faire que dans le cas où il y avait, dans le texte et par les acteurs, des injures directes à l'égard du pouvoir politique. Ce qui n'est pas le cas. Alors je vous donne un exemple. Ça, on est dans les années 1840, donc sous la monarchie de Juillet, après la révolution dite de Juillet. C'est une pièce de Balzac qui s'intitule Vautrin. Parce que Balzac a écrit 6 pièces de théâtre, on ne le sait pas beaucoup, hein, mais Balzac arrive à faire représenter Vautrin. L'acteur qui va jouer le rôle éponyme, c'est Frédéric Lemaître, qui est un des monstres sacrés du théâtre de l'époque. Frédéric Lemaître, qui est passé du théâtre de mélodrame au drame romantique. C'est lui qui a créé le rôle de Ruy Blas en 1838. Hein. Frédéric Lemaître arrive sur scène, donc il joue le rôle d'un bandit, Vautrin, et il s'est fait la tête de Louis-Philippe. Très reconnaissable. On sait que Louis-Philippe était caricaturé en poire, hein, à cause de la forme de son visage. Donc il s'est fait les gros favoris de Louis-Philippe, et là, évidemment, scandale. Parce que là, vous avez une atteinte directe au pouvoir politique. Dans la salle, on était à l'Odéon, dans la salle, un des fils de Louis-Philippe était présent. Il quitte la salle furieux, il se rend aux Tuileries et dit à son roi, à son père, le roi, « Sire, on vous injurie sur la salle de l'Odéon. » Le lendemain, la pièce est interdite. Mais dans Hernani, vous ne pourrez absolument pas trouver ça. Certes, il y a une sorte d'apologie de la fonction impériale, mais disons que l'argumentaire politique serait quand même assez difficile à mettre en place pour légitimer une interdiction de représentation. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Donc voilà pour la réception. Donc vous voyez, les parodies contribuent aussi à cette, comment dire, à cet éclat de la pièce d'Hernani, au même titre que les textes de critique littéraire. Alors maintenant, Hernani, qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Point commun de la quasi-totalité des drames romantiques, qui ne suffisent pas pour être considérés comme des lois du genre, mais qui sont une thématique récurrente, vous avez 2 choses. En fait, 3. La première, c'est une problématique historique. Là, j'en ai déjà parlé. La deuxième, c'est une passion amoureuse. Et naturellement, idéalement, pour que la pièce soit la plus dramatisée possible, il faut que cette passion amoureuse entre en conflit ou vienne perturber la problématique historique. Troisième élément, il faut un héros ou une héroïne qui dépasse par son caractère, ses qualités, l'humanité moyenne. Donc, des héros d'exception. Héros d'exception qui vont être naturellement, pourquoi est-ce que je dis naturellement, j'y viens après, condamnés à mourir à la fin. Le point commun entre le drame romantique et la tragédie, c'est le dénouement fatal. Pourquoi est-ce que le héros ou l'héroïne est condamné? Parce qu'il ou elle est soit en décalage par rapport à la société de son temps, soit est porteur ou porteuse d'une idée, d'une représentation du monde, ou tout ce que vous voudrez, inacceptable par la société de son temps. Donc un héros romantique est forcément condamné à mort. Qu'est-ce que vous avez dans la pièce Hernani qui illustre ces caractéristiques fondamentales? Quelle est la problématique historique? Je vous écoute. Pas beaucoup qui l'ont lu. Elle est en fait comme une fourchette à 2 dents. La première, c'est le roi libertin, Don Carlos, qui en accédant à la dignité impériale comprend ce qu'il en est du pouvoir politique et qui va renoncer
à son libertinage. Autrement dit, il devient vraiment un monarque. Donc il accède à une véritable position de dirigeant politique. Deuxième élément de la problématique historique, Hernani est un chef de bande, mais il est grand d'Espagne. Et la querelle qu'il a avec le roi d'Espagne, c'est une querelle familiale qui remonte à une génération antérieure. Mais Hernani, du fait que Don Carlos a accédé à la vraie compréhension du pouvoir politique, est pardonné par le roi et se trouve rétabli au 4e acte dans sa dignité de grand d'Espagne, et il va pouvoir épouser Doña Sol. Si la pièce s'arrête au 4e acte, c'est un happy end. C'est le faux dénouement d'Hernani. Mais catastrophe, il y aura le 5e acte. Voilà pour la problématique historique. Hein? Donc vous voyez, c'est une question, 1, de légitimation du pouvoir, 2, de situation sociale et idéologique du héros dans le monde. La passion amoureuse. La passion amoureuse, c'est celle qui unit Hernani et Doña Sol. Qui, si elle n'est pas le seul personnage féminin, parce qu'il y a la duel, etc., mais enfin, quand même, l'élément féminin central. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle Doña Sol, le soleil. Elle est au centre, une sorte de mini-système planétaire, puisque autour d'elle gravitent des hommes. D'ailleurs, un des sous-titres auxquels Hugo avait pensé pour Hernani, dont le sous-titre est l'honneur castillan, c'était tres para una, 3 pour une. Les 3 étant Don Carlos, Don Ruy Gomez et Hernani. Donc, cette passion amoureuse est une passion absolue. Les passions amoureuses dans le drame romantique sont des passions absolues qui, dans la quasi-totalité des cas, conduisent les amants à la mort. Car cette passion amoureuse n'est pas réalisable dans la société où se trouvent les personnages. Soit parce que ça contrevient à l'ordre social, soit parce que ça contrevient aux préjugés, etc. etc. Là, les raisons peuvent être multiples. Mais vous avez une sorte, si vous voulez, de fatalité de la passion. Fatalité de la passion qui redouble la fatalité historique. Le drame romantique est un théâtre de la fatalité. Simplement, ce n'est plus la fatalité de la tragédie. Ça n'est plus une fatalité transcendante. Ça n'est plus une fatalité qui vient des dieux. C'est une fatalité qui vient de l'état des choses. Troisième élément, le statut du héros et de l'héroïne. En quoi est-ce que Hernani est une figure d'exception? Pas simplement parce qu'il est chef de bande. Parce qu'il se définit comme étant lui-même porté par quelque chose. Je suis une force qui va. Il est en quelque sorte dépassé par quelque chose qui le détermine, qui le place à la fois au-dessus et en avant. Quant à Doña Sol, elle est exceptionnelle par la force de sa passion, qui lui fait braver toutes les conventions, tous les codes, et qui peut la conduire à la mort, mais une mort qu'elle assume volontairement. D'accord? Bon, donc vous avez bien dans Hernani les ingrédients de la recette. Après, selon les drames romantiques, ça va être une question de dosage. Ça va être une question de mise en place de l'intrigue. Ça va être une question de dramatisation, de progression acte par acte, etc. Le 4e acte heureux, le faux dénouement, vous le trouvez dans plusieurs drames romantiques. Ce n'est pas du tout une loi du drame romantique. Bien. Non, ce que vous avez toujours, c'est un dénouement fatal. Après, bon, le nombre de morts, ça peut varier. Hernani, il y en a 3 à la fin, bon, mais peu importe. Ce qui compte, c'est que sur la mort,
le rideau tombe. Hein, il faut que le point, l'acmé du drame, ce soit la mort finale d'un ou plusieurs héros ou héroïnes de la pièce. Bien. Alors maintenant, autre élément sur lequel il faut insister. Hernani est écrit en vers. L'écriture versifiée n'est pas une loi du drame romantique. Victor Hugo le dit dans la préface de Cromwell, peu importe. On peut écrire en prose ou en vers, et c'est là évidemment qu'il s'agit de se démarquer du théâtre classique, nécessairement écrit en vers. Hein. Donc on légitime la prose comme mode d'écriture théâtrale. La prose qui était réservée à quoi? À la comédie. La prose qui était réservée aussi à des genres considérés comme plus familiers. Là, vous élevez la prose au niveau du genre considéré comme étant le genre par excellence de la modernité théâtrale. Alors pour nous, ça paraît évidemment des querelles totalement dépassées, et pour l'époque, c'est fondamental. On ne saurait bien écrire pour les classiques autrement qu'en vers. Et par conséquent, l'écriture versifiée selon Victor Hugo, pourquoi est-ce qu'on peut préférer le vers dans un certain nombre de pièces? Il définit le vers de la manière suivante: le vers est la forme optique de la pensée. C'est une définition qui est un peu mystérieuse. Hein. Forme optique, comprenez que le vers est évidemment, il est ramassé, hein, il est défini par son nombre de syllabes, mais du coup, du fait de cet effet de concentration stylistique, il impose à celui qui l'utilise une densification de son propos, la forme optique de la pensée. Mais écrire en vers pour le drame, c'est évidemment poser deux questions. La première, comment répartir le texte de la pièce entre dialogue, monologue, sachant que, depuis le théâtre classique, le monologue est une figure imposée qui définit l'importance du personnage dans le système général. Tout personnage de premier plan dans une tragédie classique a droit à son monologue. Et même dans la comédie, hein, dans le théâtre classique en général. C'est d'ailleurs dans une des dernières grandes pièces du théâtre classique que vous trouvez le plus long monologue du théâtre classique, le Mariage de Figaro, qui est le plus long monologue d'avant la Révolution française. En revanche, dans Hernani, vous avez le plus long monologue du théâtre romantique, c'est le monologue de Don Carlos devant le tombeau de Charlemagne, hein, qui d'ailleurs a été coupé en grande partie à la représentation. Donc, la question du monologue est tout à fait importante. À qui et quelle ampleur nous allons donner, on va donner au monologue. Ensuite, dans l'économie générale, dans une économie générale où vous avez 5 actes, comment procéder pour ménager à la fois une progression dramatique, mais sans nuire à l'intérêt de chacun des actes. Ce qui est une des grandes questions du théâtre. Et dans le drame romantique, comment est-ce qu'on va procéder? Alors on va procéder par un procédé très traditionnel, mais qui va être utilisé à foison par les écrivains du drame romantique, c'est le coup de théâtre, le rebondissement, le retournement. Car les pièces romantiques sont longues. Il faut maintenir l'intérêt du spectateur. Maintenir l'intérêt du spectateur, ça passe aussi par un certain nombre de procédures, dont le coup de théâtre. D'accord? Alors, gardez ça présent à l'esprit. Autre élément, après je reviens en détail sur tel ou tel point. Autre élément pour la pièce d'Hernani, la question qui se pose, c'est comment se fait-il que Hernani, dans le 5e acte, n'envoie pas paître Don Ruy Gomez en disant « tu m'embêtes avec ton corps ».
je suis heureux, j'épouse Donia Sol, et t'en ai rien à faire du serment que j'ai prêté. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas ne pas respecter son serment? Pensez au sous-titre. L'honneur castillan. Parce que dans la représentation aristocratique du monde et de la place de l'individu aristocratique dans le monde, le point d'honneur est absolument fondamental. Vous ne pouvez pas déroger à l'honneur, car littéralement vous vous déshonorez. Vous n'êtes plus rien. La question de l'honneur est donc essentielle. Voilà pourquoi Hernani ne peut pas respecter son serment. Et c'est pour ça qu'il est piégé. Il a échappé à tous les pièges, mais pas celui-là. J'ouvre une petite parenthèse. Vous connaissez, j'espère au moins de nom, l'ouvrage de titre L'esprit des lois de Montesquieu. Montesquieu, lorsqu'il définit ce qui caractérise chaque ordre social, définit l'aristocratie par le point d'honneur. Il ne la définit pas par la naissance, il ne la définit pas par la richesse, il la définit par le point d'honneur. Qui dit aristocrate dit point d'honneur. Donc si Hernani, grand d'Espagne, trahit son serment, il est indigne de lui-même, il est indigne de Donia Sol, il est indigne de la monarchie, littéralement il n'est plus rien. Donc c'est cette fatalité-là qui vient en quelque sorte rassembler, par une sorte de coup de génie dramatique, la fatalité historique et la fatalité passionnelle. La passion ne peut pas s'inscrire dans les faits, il y a le mariage certes, mais ça s'arrête là. L'histoire a vaincu d'une certaine façon, puisque Don Carlos est devenu empereur, mais l'histoire d'Hernani s'arrête là. Mais du coup, vous avez un vrai vainqueur dans la pièce. Le vrai vainqueur, c'est Don Carlos. Parce que lui, il est passé à autre chose. Il est passé sur un plan supérieur. Lui, maintenant, il va dominer le monde. C'est ce qu'il a déclaré devant le tombeau. Et pourquoi est-ce que ce discours a lieu devant le tombeau d'Aix-la-Chapelle? Le tombeau de Charlemagne à Aix-la-Chapelle, d'après vous? Parce qu'en fait, l'élection ne s'est pas déroulée là. Mais peu importe. On n'est pas là dans la, comment dire, dans la vérité historique. On est dans le symbolisme historique. Pourquoi est-ce que ce discours a lieu devant le tombeau de Charlemagne? Charlemagne, c'est le grand empereur d'Occident. Charlemagne est une figure tutélaire. Charlemagne est une référence absolue dans l'histoire. Il est le premier empereur moderne d'Europe après la disparition de l'Empire romain. Voilà pourquoi le serment, le discours se fait devant le tombeau de Charlemagne. Et si en plus vous ajoutez le fait que Aix-la-Chapelle était une des 3 capitales de l'Empire napoléonien, vous comprenez tout. Car au moment de sa plus grande extension, l'Empire napoléonien, il a 3 capitales. Paris, Rome et Aix-la-Chapelle. Donc, clin d'œil hugolien à la référence napoléonienne. D'accord? Bien. Donc, vous voyez là, le système du fonctionnement des fatalités dans la pièce est tout à fait essentiel. C'est la machine de la fatalité qui fonctionne de manière exemplaire. Comme elle fonctionne de manière exemplaire dans beaucoup d'autres drames romantiques. Chez Hugo dans Ruy Blas, vous avez un fonctionnement à peu près identique, où le héros, là, est quelqu'un qui a une double nature sociale, en quelque sorte, qui accède au poste de Premier ministre grâce à un complot machiavélique, mais qui devient le Premier ministre d'une monarchie espagnole d'où le roi est absent, et il adore la reine. Il est condamné parce que c'est une figure du peuple qui n'est pas admissible dans le contexte politique de la monarchie espagnole. Donc il faut qu'il meure. Là, il était en avance sur son temps.
D'ailleurs, les pièces sont diptyques. Victor Hugo l'a dit. Dans Hernani, j'ai montré la naissance de la grande monarchie espagnole. Dans Réla, je montre son déclin. Donc les deux pièces sont idéologiquement liées. Et bien entendu, quand on parle de la monarchie espagnole, on parle aussi de la monarchie française. Retenez bien ceci. Si les auteurs de pièces romantiques placent leurs intrigues dans des histoires d'autres pays, l'Angleterre, l'Espagne, ici, l'Allemagne, chez d'autres, c'est parce que ça permet de contourner en grande partie la censure, mais personne n'est dupe. On sait très bien qu'en réalité, ça parle de la situation française. Les spectateurs de l'époque le savent. Les lecteurs de l'époque le savent. Mais la censure n'a pas prise. La censure n'a pas prise. Et c'est ça tout l'intérêt. C'est le jeu du chat et de la souris avec la censure. J'ai été clair là-dessus? Oui? Bon. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette perspective cavalière et très large sur la pièce d'Hernani? Oui? Non? Profitez-en, je suis là pour ça. Oui? Qui n'étudie pas la pièce. Mais bon, ça va les inciter à la lire. Voilà. D'accord? Bien, alors, dans cette pièce, que va-t-il se passer du point de vue de la dramaturgie hugolienne? C'est, d'une part, la promotion, sinon d'un nouveau type de héros, en tout cas de ce qui va devenir un des hérotypes du romantisme. C'est-à-dire le personnage poursuivi par une fatalité qui en a conscience, mais qui va se battre jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et vous allez avoir toute une série de héros qui vont correspondre à ce schéma, qui veulent quelque chose, qui veulent faire quelque chose, sachant que ça va leur coûter la vie. Et que quand bien même ils pourraient réussir, quelque chose fera qu'ils mourront après. Prenez l'exemple de Lorenzaccio, en 1834, donc simplement 4 ans après Hernani, où le héros se donne comme projet politique de tuer le tyran, sachant très bien que le fait de tuer le tyran a très très peu de chances de susciter une révolution dans la ville de Florence, mais il le fait quand même, parce que tout son être est en quelque sorte défini par l'acte d'assassinat. Et évidemment, il meurt à la fin. Il a accompli un acte parfaitement inutile, mais s'il n'avait pas accompli cet acte parfaitement inutile, son existence n'avait plus de sens. Donc voilà, ça c'est le premier grand acquis d'Hernani, c'est ce type de héros. Deuxième chose fondamentale, c'est la combinaison d'une intrigue politique et d'une intrigue passionnelle. Alors, un certain nombre d'auteurs de drames romantiques vont essayer de proposer des drames romantiques dans lesquels il n'y a pas de passion amoureuse, pour voir ce que ça donne. Ben, ça ne marche pas. C'est le cas notamment de Gérard de Nerval, qui écrit un drame romantique qui s'appelle Léo Burkhardt, qui se passe en Allemagne, dont le héros est un leader de la jeunesse révolutionnaire allemande. Il n'y a pas de passion amoureuse. Et bien du coup, la pièce manque d'attrait, car il n'y a pas cette dimension passionnelle. Donc, le drame Hernani, sans l'imposer bien entendu, mais montre que le drame romantique est fondamentalement lié à cette imbrication, à cette liaison entre drame politique et drame passionnel. Donc la passion amoureuse est au cœur, pour deux raisons principales. La première, c'est que le romantisme privilégie
dans la plupart de ses productions littéraires la passion amoureuse devenue, en quelque sorte, une définition même de l'être humain. On ne vit pas vraiment si on n'éprouve pas une passion amoureuse dans la perspective romantique. Cette passion peut vous conduire n'importe où, vous amener à faire n'importe quoi, mais elle définit l'individu, qu'il soit masculin ou féminin. Et va définir d'autant plus l'individu féminin qu'au XIXe siècle, la place de la femme dans la société est une place de mineur. Et donc c'est sur le territoire du cœur que la femme va pouvoir exister pleinement. D'où l'importance de la relation amoureuse dans la littérature romantique. Mais la deuxième raison, c'est que la passion amoureuse, et c'est ça, là-dessus que la dramaturgie romantique va jouer, va être tantôt va renforcer l'implication du héros ou de l'héroïne dans la problématique historico-politique, tantôt va être un refuge, un moment de pause. Et donc les auteurs romantiques vont jouer sur cette dualité possible du rôle de la passion dans le drame. Donc vous voyez, vous avez une raison qu'on pourrait appeler fondamentalement idéologique de la représentation romantique du monde, qui implique la passion, et une explication plus dramaturgique. Donc voilà les deux points sur lesquels Hernani peut être qualifié d'avènement du drame romantique, en tout cas pour la dizaine, quinzaine d'années à venir. Troisième élément, eh bien, le héros ou l'héroïne se définit dans son opposition à une société étriquée, à une société bouchée, à une société injuste, etc., etc. Autrement dit, le héros ou l'héroïne annonce une libération à venir. Et avant de l'annoncer, énonce une liberté fondamentale, même si cette liberté doit lui coûter la vie. Autrement dit, le héros romantique ou l'héroïne romantique, même s'il est ou elle est une figure du pouvoir, veut aller plus loin que les contraintes du pouvoir. Alors, dans l'histoire du théâtre du XIXe siècle, au-delà du héros romantique, stricto sensu, disons pour la production théâtrale des années 30, 40 et début des années 50, la figure d'aboutissement, c'est Cyrano de Bergerac. Car Cyrano se définit par une passion amoureuse, se définit par son opposition chevaleresque et intellectuelle au monde dans lequel il est, mais c'est un héros dans tous les sens du terme, hein, par sa bravoure, par son sens de la provocation, par l'amour qu'il porte à Roxane. Donc Cyrano de Bergerac est une sorte de revival du drame romantique hugolien, avec des ingrédients tout à fait comparables. Mais le héros romantique, par certains côtés, a déjà été annoncé par quelqu'un comme Figaro. Même si vous n'êtes pas du tout dans le même genre de théâtre, même si vous n'êtes pas du tout dans la même configuration. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que Figaro? Dans la trilogie, bien sûr, hein, le Barbier de Séville, le mariage de Figaro et la mère coupable. Qu'est-ce que c'est que Figaro? Qu'est-ce qu'il est socialement? Il commence comme barbier, et il finit comme valet de chambre. Bien, donc Figaro est dans la position socialement inférieure par rapport au comte Almaviva. Mais qu'est-ce qu'il a de plus qu'Almaviva? Il le dit.
le comte Almaviva ne s'est donné que la peine de naître. Moi, il a fallu que je me fasse tout seul. Hein? Ce sont mes talents, c'est mon mérite personnel, c'est mon intelligence, c'est le sens de la ruse, de l'intrigue, etc. qui font que je suis ce que je suis. Moi, j'ai dû me battre. Autrement dit, Figaro, le personnage de Figaro, représente une sorte de révolte contre la société de privilèges. Louis XVI ne s'y était pas trompé, vous connaissez, hein, la pièce du mariage de Figaro est lue devant Louis XVI et Marie-Antoinette à Versailles. Et Louis XVI, on dit que Louis XVI aurait déclaré ceci, cette pièce, si cette pièce était jouée, il faudrait fermer la Bastille. Et quelqu'un aussi qui n'est peut-être pas connu comme critique littéraire et qui sait lire, qui s'appelle Napoléon, déclare du mariage de Figaro, et je cite, « Le mariage de Figaro, c'est déjà la révolution en action. » Ah oui, il a tout compris. C'est ça, c'est la dimension, le potentiel révolutionnaire de la figure de Figaro. Mais avec un paradoxe tout à fait amusant. Parce que c'est dans son grand monologue du mariage de Figaro qu'il dit tout cela. Ce grand monologue qui est un véritable défi pour un acteur. Hein. Parce que dire ce monologue alors que le personnage ne fait rien, qu'il est en situation de complète marginalité parce que l'intrigue lui échappe, parce que dans le mariage de Figaro, ce sont les femmes qui ont pris le pouvoir et qui vont manipuler l'intrigue. Lui, qui était le maître de l'intrigue dans le Barbier de Séville, dans le mariage de Figaro, il est dépossédé de ce privilège. Donc, puisqu'il ne peut plus rien faire, il cause. Et c'est très dur à jouer. Très très dur à jouer. Parce que, quand même, qu'est-ce que vous allez faire sur la scène? Comment vous déplacer, comment ménager des changements de rythme. C'est un vrai travail d'acteur, ça. Hein, vraiment. Eh bien, le paradoxe, c'est que cette grande déclaration à teneur sociale et politique est faite au moment où le personnage ne sert plus à rien dans la pièce. Et ça, c'est un coup de génie de Beaumarchais. Mais vous voyez, comment de Figaro, lointainement, on peut arriver au héros de type romantique. Celui qui dit son fait à la société, qui dit son fait au pouvoir politique, et qui annonce des temps futurs. Parce que là, vous êtes aussi dans la perspective romantique, hein, c'est-à-dire qu'une société meilleure est en cours de construction. Bon, ils se sont peut-être trompés, mais ça, c'est pas... C'est tout à fait autre chose. Hein. Et pour les romantiques, la dimension historique du drame romantique est à ce point fondamental que le drame romantique est aussi un message politique. Et un message politique qui doit idéalement éclairer le public. Et ça, c'est un point sur lequel je vais insister en terminant. Pour qui le drame romantique est-il écrit? Parce que le public du drame romantique, dans les salles subventionnées, ce n'est pas un public populaire. Et c'est une des raisons pour lesquelles le drame romantique va se déplacer vers les salles plus populaires. Deux théâtres en particulier vont accueillir le drame romantique dans les années 30-40, c'est le théâtre des Variétés et le théâtre de la Porte Saint-Martin. Les Variétés étaient plutôt spécialisées dans ce qu'on appelait le vaudeville, et le théâtre de la Porte Saint-Martin était spécialisé dans le mélodrame. Mais ils vont accueillir le drame romantique pour pouvoir toucher un autre public. Quelle est la perspective de Hugo à l'époque d'Hernani? Faire que le public du drame romantique se fédère en quelque sorte intellectuellement et émotionnellement pendant le temps de la représentation. Susciter une émotion collective. Séduire collectivement. Or, évidemment, les représentations d'Hernani à la Comédie Française, ce n'est pas exactement ce qui se passe. Mais c'est le but.
Et dans la préface de Ruy Blas, en 1938, donc vous voyez, nous sommes 8 ans après, c'est pas très long, mais dans la préface de Ruy Blas, Victor Hugo, finalement, sans le dire, reconnaît l'échec de cette tentative de fusion du public en une entité, en une unité sociale. En disant, finalement, lorsqu'on écrit, on écrit pour les femmes, on écrit pour les... Le mot n'existe pas, mais enfin, pour les penseurs, dit-il. On écrit pour le peuple, etc. Et il faut que chaque composante du public trouve quelque chose dans la pièce. Mais chaque composante du public, ça n'est pas un public. C'est un public diversifié, qui doit pouvoir trouver du plaisir dans tel élément de la pièce. Donc ça renforce d'un côté l'idée que le drame romantique, et sur le plan de son esthétique théâtrale, va mélanger le comique, le tragique, le sublime, le grotesque, le beau, le laid, etc. Toutes les antithèses que vous pouvez imaginer. Parce que c'est finalement dans cette grande diversité d'un système d'antithèses que différents publics vont trouver quelque chose à apprécier. Mais de l'autre, on ne constitue pas, on ne fédère pas émotionnellement un public qui s'unifie le temps de la représentation. Et vous avez bien compris que l'hypothèse, la perspective, l'ambition de Hugo à l'époque d'Hernani, c'était de retrouver ce qui se passait dans le théâtre de l'Antiquité, le théâtre de la cité, où idéalement, dit-on, la pièce était une pièce pour la collectivité de la cité, avec un C majuscule. Ce que le théâtre n'est plus. Et Victor Hugo veut retrouver cela. Eh bien, malheureusement, s'il y a un échec du théâtre romantique, c'est celui-là. Car, je termine là-dessus, dans les histoires littéraires, vous trouverez très souvent l'affirmation selon laquelle le drame romantique, ça s'arrête en 1843, avec une pièce de Victor Hugo qui s'appelle Les Burgraves, qui est un échec total à la Comédie Française. C'est faux. Pourquoi est-ce que c'est faux? Parce qu'on va écrire des tas de drames romantiques bien après. Simplement, on ne les joue plus aujourd'hui. On ne les connaît pas. Leurs auteurs sont tombés dans l'oubli. Mais ils ont existé. Les pièces ont été représentées. Il y a eu un public. Simplement, l'histoire littéraire, évidemment, sélectionne. Mais en sélectionnant, elle déforme. Elle déforme l'état des lieux. Quand je vous disais tout à l'heure que le genre théâtral qui a été le plus représenté au XIXe siècle, c'est le mélodrame, vous n'avez que très très rarement des extraits de mélodrames dans les anthologies littéraires ou dans les manuels, parce que c'est un genre en quelque sorte considéré comme dévalué. Mais dans la réalité théâtrale de l'époque, c'est ça le genre dominant. Le drame romantique a toujours été très minoritaire, statistiquement parlant, en nombre de pièces, en nombre de représentations, en nombre d'auteurs et en quantité de public. Mais c'est ce théâtre-là que l'histoire littéraire retient. En même temps qu'on jouait des drames romantiques, on jouait des tas de tragédies sur un modèle classique à la Comédie Française et ailleurs. Simplement, personne ne les lit aujourd'hui. Elles ne sont plus représentées. Leurs auteurs sont totalement oubliés. C'est vrai que lorsqu'on s'essaye à en lire quelques-unes, on périt d'ennui. Mais c'est une réalité du théâtre de l'époque. Donc, gardez cela présent à l'esprit. La bataille d'Hernani, c'est un événement important vu d'après, mais dans le contexte général, c'est un événement local. Simplement qui fonde, pour une dizaine, quinzaine d'années, une prééminence esthétique du drame romantique, mais pas du tout une prééminence statistique. Et voilà, ça tombe bien, ça c'est du minutage. Alors, je ne sais pas si on a le temps pour une ou deux questions. Les premières sont bons, d'accord. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Jean-Jean voulait savoir où vous étiez. Vous avez des questions à poser? Ah non, ça Vous avez des questions? avec qui digère, je pense, parce qu'on... La dernière fois, quand on a commencé à se tourner vers nous,